En 1988, Annecy, cette ville alpine pittoresque, pareille à une carte postale avec ses canaux sinueux qui reflètent les façades colorées et son lac cristallin, vivait sous une aura de sérénité presque intouchable. Une tranquillité qui, cette année-là, serait brutalement brisée par un crime odieux, une affaire qui choqua la communauté et grava une cicatrice profonde dans la mémoire collective. C'était le 14 mai 1988, un jeudi ensoleillé, où l'air frais des montagnes caressait les rues pavées. La vie suivait son rythme paisible dans la rue des Cordeliers, l'un des cœurs historiques de la ville. Mais vers 18h30, cette routine fut brisée en éclats. Madame Claudette Dubois, une voisine de longue date, préoccupée par l'absence de son amie Éléonore, décida d'aller voir. Éléonore Dubois, une talentueuse professeure d'art de 32 ans, originaire de Lyon, était connue pour sa vivacité et sa passion pour la vie. Son appartement, au 3e étage d'un immeuble ancien, était habituellement un havre de créativité, rempli de toiles et d'esquisses. Mais en cette fin d'après-midi, un lourd silence planait. Madame Dubois sonna, attendit, sonna de nouveau. Rien. La porte, étrangement, était entr'ouverte. Un frisson parcourut son échine. Le cœur battant, elle poussa la porte et ce qu'elle vit la fit hurler. Le corps d'Éléonore gisait sur le sol du salon, au milieu d'un décor de désordre. Le vase en porcelaine qu'Éléonore chérissait tant, une pièce de famille ancienne, était brisé à côté de son corps, les fragments éparpillés comme des témoins silencieux d'une violence soudaine. Un tiroir de son bureau était ouvert, suggérant un vol. Mais ce qui intrigua le plus Madame Dubois, avant même l'arrivée de la police, fut l'absence de quelque chose de précieux. Les bijoux d'Éléonore, sa montre, et même son portefeuille, étaient intacts, un détail qui ne collait pas. L'appel à la police fut passé à 18h45. Quelques minutes plus tard, les sirènes déchiraient la quiétude d'Annecy. Le premier à arriver sur la scène du crime fut l'inspecteur Jean-Luc Mercier, un homme d'âge mûr avec des années d'expérience dans des affaires de petite et moyenne complexité. Mais celle-ci, il le sut immédiatement, serait différente. L'atmosphère dans l'appartement était dense, presque suffocante. Le regard de Mercier parcourut la pièce, absorbant chaque détail. Éléonore, avec ses cheveux roux étalés sur le sol, semblait dormir, n'eussent été la trace de sang et la rigidité de son corps. Le vase brisé n'était pas le seul indice. Il y avait des marques de lutte, des chaises renversées, et l'étrange impression que quelque chose d'important avait été cherché, mais non emporté. L'inspecteur Mercier prit les premières notes, tandis que l'équipe de la police scientifique commençait à arriver. Le froid de la nuit de mai commençait déjà à envelopper la ville, et avec lui, le sentiment qu'un sombre mystère s'était abattu sur Annecy. Les voisins commençaient à s'attrouper, des regards curieux et effrayés se croisant. Qui aurait pu commettre un acte aussi terrible contre Éléonore ? C'était une personne aimée, une artiste passionnée qui apportait couleur et joie à ceux qui la connaissaient. La scène du crime, pour Mercier, était un casse-tête. L'agression semblait brutale et personnelle, mais l'absence de vol d'objets de valeur créait une dissonance, un paradoxe qui le ferait réfléchir. Que se cachait-il derrière ce meurtre ? Était-ce une passion démesurée, un règlement de compte, ou quelque chose d'encore plus sinistre, dissimulé par le calme apparent de la ville ? L'enquête commençait à peine, et déjà, elle se présentait comme un enchevêtrement de questions sans réponse. Le corps d'Éléonore Dubois, une vie interrompue abruptement, était l'épicentre d'une tragédie qu'Annecy n'oublierait jamais. La Dreux Sylvie Moreau, la médecin légiste, arriva sur les lieux du crime avec son équipe, ses mouvements méthodiques contrastant avec le chaos émotionnel de l'environnement. Son travail serait crucial pour élucider les premiers mystères. Après un examen préliminaire, la Dreux Moreau estima l'heure de la mort entre 19h et 22h la veille au soir. Éléonore avait été vue pour la dernière fois vers 18h30, sortant d'une galerie d'art locale où elle avait exposé certaines de ses œuvres les plus récentes. L'équipe scientifique commença la collecte méticuleuse des preuves, chaque cheveu,
chaque fibre, chaque empreinte digitale étant un fragment potentiel de la vérité. Parmi les premiers indices, ils trouvèrent une empreinte de pas partielle près de la porte d'entrée, floue mais potentiellement identifiable, et quelques fibres de tissu étranges accrochées aux vêtements de la victime. La vie d'Éléonore Dubois, autrefois si pleine de lumière, était désormais scrutée sous une loupe scientifique. Célibataire, avec une vie sociale active dans les cercles artistiques, elle était une figure de proue de la scène culturelle d'Annecy. Ses amis la décrivaient comme généreuse, mais aussi intense, quelqu'un qui vivait et respirait l'art. Récemment, Éléonore avait remporté une prestigieuse bourse pour un atelier à Paris, une opportunité que beaucoup enviaient et qui la remplissait de fierté. Cette réussite, cependant, aurait pu susciter du ressentiment chez certains de ses pairs, ou même chez des élèves qui ne partageaient ni son talent ni son succès. L'enquête s'approfondissait et quelques pistes mystérieuses commencèrent à émerger. Des témoignages faisaient un état d'appel anonyme passé depuis une cabine téléphonique publique à l'appartement d'Éléonore dans les jours précédant le crime. Qui appelait et pourquoi? Était-ce un admirateur secret, un harceleur ou quelque chose de plus sinistre? Les premiers suspects incluaient un ex-petit ami, un artiste caractériel avec qui Éléonore avait récemment rompu, mais qui possédait un alibi solide pour la nuit du crime. Il y avait aussi un élève mécontent, refusé par Éléonore dans l'un de ses cours les plus prisés, qui avait publiquement exprimé sa frustration. L'inspecteur Mercier et son équipe plongeaient dans un océan de possibilités, chacune plus intrigante que l'autre, tandis que la ville d'Annecy attendait, anxieuse, des réponses. L'enquête initiale se mua en un labyrinthe de témoignages et de contradictions. Plus de 40 personnes furent interrogées dans les premiers jours. Voisins, collègues de la galerie d'art, élèves, amis. Chacun offrait un fragment de la vie d'Éléonore, mais aucun ne parvenait à combler le vide laissé par la brutalité de sa mort. L'inspecteur Mercier et son équipe travaillaient sans relâche, dressant un profil de la victime et de son cercle social, cherchant toute ombre d'inimitié ou de ressentiment. C'est au cours de ces entretiens qu'un nom commença à émerger avec une fréquence subtile, presque imperceptible. Didier Laurent. L'ancien concierge de l'immeuble d'Éléonore, un homme d'une quarantaine d'années, toujours discret, presque invisible. Il avait quitté Annecy quelques semaines après le crime, sans préavis, prétextant une opportunité d'emploi inattendue dans une autre ville. Les voisins le décrivaient comme réservé, mais toujours serviable. Quelqu'un qui semblait nourrir une admiration silencieuse pour Éléonore, manifestée par de petits gestes d'attention, comme réparer la serrure de sa porte ou l'aider avec ses lourdes toiles. Personne n'aurait jamais imaginé que derrière cette façade de discrétion pût se cacher quelque chose de plus sombre. L'équipe de Mercier tenta de le localiser. Les pistes étaient vagues, et l'adresse fournie par Laurent pour son déménagement se révéla fausse. L'opportunité d'emploi semblait être une façade pour une fuite précipitée. Cette absence soudaine, alliée à sa proximité avec la victime et le lieu du crime, fit de Didier Laurent un suspect clé, le pivot d'une enquête qui commençait à s'embrouiller. Alors que la recherche de Laurent s'intensifiait, une découverte tardive ajouta une nouvelle couche de mystère à l'affaire. Les relevés téléphoniques d'Éléonore révélèrent un appel passé depuis son appartement vers un numéro inconnu, aux premières heures du matin le lendemain du crime. Un appel post-mortem, alors que le corps d'Éléonore était déjà sans vie. Qui était dans l'appartement? Le meurtrier? Ou quelqu'un d'autre, peut-être à la recherche de quelque chose? L'appel fut bref, à peine quelques secondes de silence avant d'être raccroché. Un détail énigmatique qui défiait toutes les théories et jetait une ombre encore plus grande sur la scène du crime. Les mois passèrent. La traque de Didier Laurent se heurtait à des impasses. L'empreinte de pas partielle et les fibres de tissu, analysées avec les moyens de l'époque, ne menèrent à aucune identification concluante. Les alibis des autres suspects restaient solides. La pression sur l'inspecteur Mercier grandissait.
Les médias d'Annecy, d'abord fervents, commencèrent à questionner la compétence de la police. L'émoi initial fit place à une frustration collective. Le manque de nouvelles pistes et l'impossibilité de localiser le principal suspect entraînèrent l'essoufflement de l'enquête. 6 mois après le meurtre d'Éléonore Dubois, le dossier fut classé. L'affaire, autrefois un tourbillon d'activité, se transforma en un cold case, une blessure ouverte dans l'âme de la ville, une injustice qui semblait destinée à rester sans réponse. L'inspecteur Mercier, cependant, n'arrivait pas à se défaire de l'affaire Éléonore Dubois. Ce vase brisé, les bijoux intacts, l'appel post-mortem, tout le tourmentait. Il revisitait les archives pendant son temps libre, lisait et relisait les dépositions, les notes de la légiste, les analyses scientifiques rudimentaires. La vie de la victime, qu'il avait si profondément étudiée, semblait crier justice. Éléonore était une femme de passion, avec un réseau d'amis et de collaborateurs qui l'admiraient. Sa meilleure amie, Sophie Delacroix, une collègue artiste, décrivait Éléonore comme une âme vibrante, mais aussi sensible, quelqu'un qui ressentait les choses avec une intensité rare. Le directeur de l'école d'art, où Éléonore enseignait, Monsieur Dubois, sans lien de parenté avec la victime, parla de son talent exceptionnel et de sa capacité à inspirer les élèves. Il savait que la bourse pour Paris avait été une source de grande joie pour elle, mais aussi de quelques jalousies dans les coulisses du milieu artistique. Mercier tentait de trouver une nouvelle perspective, un nouveau fil à tirer. Il envisagea même la graphologie pour certaines notes anonymes qu'Éléonore avait reçues, des lettres d'admiration qui frôlaient l'obsession, mais la technologie de l'époque ne permettait pas une analyse concluante. La pression hiérarchique, cependant, était implacable. D'autres affaires survenaient, de nouveaux crimes exigeaient son attention. Mercier fut contraint de céder, de laisser le dossier d'Éléonore dans la pile des affaires non résolues, une décision qui pesait sur sa conscience comme un fardeau. Il savait que la vérité était là, cachée dans les ombres, attendant le bon moment pour être révélée. Mais pour l'instant, l'assassin d'Éléonore Dubois courait toujours et Annecy vivait avec le fantôme d'un mystère qui refusait de se dissiper. 25 ans s'étaient écoulés depuis que l'inspecteur Mercier avait, le cœur lourd, rangé le dossier d'Éléonore Dubois. Un quart de siècle de silence, d'oubli relatif, mais la justice a ses propres cycles. En 2023, la mairie d'Annecy, sous l'impulsion d'une initiative nationale de mémoire judiciaire visant à réexaminer les affaires non résolues, décida de rouvrir certains de ses cold cases les plus emblématiques. C'est dans ce contexte que la lieutenant Sophie Martin, une jeune enquêtrice brillante et déterminée, fraîchement arrivée à Annecy et spécialisée précisément dans la révision de ces affaires classées, se vit confier le dossier Éléonore Dubois. Son regard neuf et son approche méthodique étaient exactement ce dont cette vieille tragédie avait besoin. Sophie Martin s'immergea dans les archives. Des boîtes empoussiérées, des rapports jaunis, des photographies en noir et blanc d'une scène de crime qui, pour elle, était encore vibrante de questions. Elle passa des semaines à lire chaque ligne, à analyser chaque détail, cherchant la faille, l'indice manqué, le faux pas que ses prédécesseurs, limités par les technologies de leur temps, n'avaient pu déceler. Elle revisita les dépositions des témoins, les analyses scientifiques de la Dreux Sylvie Moreau, les notes désespérées de l'inspecteur Mercier. Le paradoxe du vol non commis, l'appel post-mortem, le départ précipité du concierge, Didier Laurent. Tout cela résonnait en elle avec une nouvelle acuité. Armée des technologies modernes, notamment l'analyse scientifique avancée et les bases de données génétiques de plus en plus sophistiquées, Sophie Martin ordonna la réévaluation de toutes les preuves matérielles. La science avait fait des pas de géant en 25 ans. L'empreinte de pas partiels, les fibres de tissus étranges, tout fut soumis à une nouvelle batterie de tests. Mais c'est un indice, jadis jugé insignifiant par manque de moyens techniques, qui prit une nouvelle dimension. Un minuscule fragment de peau, à peine visible à l'œil nu, retrouvé sous l'ongle d'Éléonore. Initialement, il avait été considéré comme trop petit pour être exploité de manière concluante. Désormais, cette petite preuve,
un témoin muet du dernier instant de vie de la victime, fut soumise à une analyse ADN de pointe. Les résultats, lorsqu'ils arrivèrent, furent stupéfiants et complètement inattendus. L'ADN correspondait à celui de Didier Laurent, l'ancien concierge discret et effacé de l'immeuble d'Éléonore, celui qui avait disparu sans laisser de traces, qui avait été le principal suspect, mais qui n'avait jamais pu être localisé. La base de données nationale des profils génétiques, inexistante à l'époque du crime, révélait maintenant où il se trouvait. Il vivait sous une nouvelle identité, un nom commun et sans histoire, dans une petite ville côtière de Bretagne, loin des montagnes et des secrets d'Annecy. La confirmation fut un choc, mais aussi une libération. La pièce manquante du puzzle était enfin en place, mais la révélation la plus sombre était encore à venir. En revisitant les archives et en interrogeant à nouveau les anciens voisins, la lieutenant Martin découvrit des détails qui, à l'époque, semblaient n'être que des commérages de quartier, mais qui s'inscrivaient désormais dans un schéma troublant. Didier Laurent avait développé une obsession silencieuse et maladive pour Éléonore. Pour lui, elle était plus qu'une locataire. Elle était sa muse inaccessible, une figure lumineuse dans sa vie monotone et sans éclat. Il l'observait, l'aidait, l'idolâtrait en secret. Quelques jours avant sa mort, dans un acte d'audace et de désespoir, il lui avait offert un recueil de poèmes qu'il avait lui-même écrit, un cadeau qui était, pour lui, l'expression de son âme. Le geste, maladroit et inopportun, fut rejeté par Éléonore avec un mépris involontaire, mais profond. Elle n'avait pas perçu l'intensité de ses sentiments, et son refus fut vécu par Laurent comme une humiliation insupportable, un affront qui transforma son adoration en un ressentiment virulent, une colère silencieuse qui avait grandi dans sa poitrine comme un cancer. La beauté d'Éléonore, qui le captivait autrefois, l'aveuglait maintenant. La bourse pour Paris, à laquelle il avait également postulé pour un poste de gardien dans le même établissement, et qu'Éléonore avait obtenu, ne fit qu'approfondir cette jalousie et ce sentiment de rejet. Ce détail, autrefois insignifiant, était désormais la clé du mobile du crime. La traque de Didier Laurent, maintenant identifiée, avait un nouveau but, une nouvelle urgence. La vérité, enterrée pendant un quart de siècle, était sur le point d'émerger, avec toute sa brutalité et sa complexité. La découverte de l'ADN de Didier Laurent sous l'ongle d'Éléonore fut un choc pour la lieutenant Sophie Martin, mais aussi l'étincelle qui ralluma l'espoir de clore enfin ce dossier. La science, 25 ans plus tard, offrait les outils qui avaient de manquer à l'inspecteur Mercier. Les échantillons d'ADN, autrefois jugés insuffisants, pouvaient maintenant être amplifiés et comparés avec une précision chirurgicale. Mais le travail ne s'arrêta pas là. Avec l'identification initiale, Sophie Martin chargea l'équipe scientifique de réanalyser chaque preuve matérielle avec les technologies les plus récentes. L'empreinte de pas partiel, jadis une tâche indistincte, fut soumise à une reconstruction numérique avancée. Grâce à des logiciels de pointe, les experts parvinrent non seulement à affiner les contours, mais aussi à estimer le poids et la taille approximative de l'individu, et même la marque spécifique d'une chaussure qui, de manière surprenante, correspondait à un modèle courant à l'époque que Laurent avait l'habitude de porter. Les fibres de tissu, minuscules et autrefois impossibles à identifier, furent analysées par spectroscopie et microscopie électronique, révélant qu'elles provenaient d'un type de laine spécifique, souvent utilisé dans les uniformes de conciergerie des années 90. Une pièce du puzzle qui semblait insignifiante s'emboîtait désormais parfaitement avec le profil de Didier Laurent. La base de données des profils génétiques, qui avait été le point de départ pour la localisation de Laurent, ne se contenta pas de confirmer son ADN, mais permit également de retracer son histoire récente. On découvrit qu'après avoir quitté Annecy, il avait adopté une nouvelle identité et s'était établi à Saint-Malo, une charmante ville côtière de Bretagne, connue pour ses remparts et son passé de corsaire. Loin de la vie alpine, Didier Laurent, portant désormais un nom différent, menait une existence discrète, travaillant comme jardinier dans une petite propriété privée.
La lieutenant Martin, avec le soutien de la police locale de Saint-Malo, organisa une opération de surveillance méticuleuse. Il était crucial de ne pas alerter le suspect qui avait réussi à échapper à la justice pendant si longtemps. L'équipe de surveillance, composée d'agents en civil, surveillait les mouvements de Laurent jour et nuit. Ils observaient sa routine monotone, le trajet jusqu'au travail, les courses au marché local, les rares interactions sociales. Il ressemblait à un homme ordinaire, presque invisible, exactement comme il l'avait été à Annecy. Mais Sophie Martin savait que derrière cette façade paisible se cachait un meurtrier. Chaque jour, les rapports de la surveillance ajoutaient de nouveaux détails au profil de Laurent, confirmant qu'il était bien la personne qu'il recherchait. Sa démarche, ses gestes répétitifs, même sa façon d'éviter le contact visuel, tout corroborait les descriptions des voisins d'Annecy. La phase cruciale de l'opération consistait à prélever un nouvel échantillon d'ADN de Laurent de manière discrète et irréfutable pour une confirmation finale avant toute interpellation. L'occasion se présenta dans un café pittoresque du centre de Saint-Malo, où Laurent avait l'habitude de prendre son café au lait chaque matin avant le travail. Un agent de l'équipe de surveillance, déguisé en client, s'assit à une table voisine. Lorsque Laurent termina sa boisson et partit, laissant sa tasse sur la table, l'agent agit rapidement. La tasse de café, portant des résidus de salive, fut soigneusement recueillie et envoyée au laboratoire de police scientifique de Paris en toute urgence. Les résultats arrivèrent en moins de 48 heures. La confirmation fut catégorique. L'ADN de la tasse de café correspondait parfaitement à celui retrouvé sous l'ongle d'Éléonore Dubois. Il n'y avait plus aucun doute. 25 ans de mystère étaient sur le point d'être élucidés. La lieutenant Martin ressentit un mélange de satisfaction et une tristesse profonde pour la victime. La vérité avait enfin trouvé son chemin vers la lumière. La traque silencieuse d'un quart de siècle touchait à sa fin. Désormais, la justice, bien que tardive, était à un pas d'être rendue. L'arrestation de Didier Laurent était imminente, et avec elle, la promesse de réponse pour la famille d'Éléonore Dubois et pour la ville d'Annecy. Le passé, qui semblait enseveli dans les ombres, s'apprêtait à ressurgir de toute sa force, exigeant un règlement de compte. L'arrestation de Didier Laurent ne pouvait plus être différée. Avec la confirmation irréfutable de l'ADN, la lieutenant Sophie Martin coordonna l'opération finale à Saint-Malo. C'était un matin gris et humide, typique de la Bretagne, lorsque les équipes d'intervention, sous le commandement discret de Sophie, se positionnèrent autour de la maison où Didier Laurent, sous l'identité de Warren Phillips, menait sa vie paisible. Le plan était de le prendre par surprise en minimisant tout risque. Quand Laurent sortit pour arroser les fleurs de son petit jardin, une habitude quotidienne que la surveillance avait cartographiée, les agents passèrent à l'action. Dans un mouvement rapide et coordonné, il fut interpellé. Il n'y eut aucune résistance, aucune tentative de fuite. La scène, bien que dramatique pour les quelques voisins qui purent y assister, fut marquée par le calme presque troublant de Laurent. Ses yeux, autrefois si fuyants, se fixèrent sur Sophie Martin avec une étrange résignation. « Je savais que ce jour viendrait, madame l'officier, » murmura-t-il, sa voix basse, presque inaudible, mais chargée d'un poids qui traversait 25 ans de silence. « Je savais que vous viendriez pour elle. » L'interrogatoire commença quelques heures plus tard, dans une salle austère de la gendarmerie d'Annecy, où Laurent avait été transféré. Face à la lieutenant Martin et à un collègue plus expérimenté, le capitaine Dubois, Laurent maintint d'abord une posture réservée. Il ne nia pas les faits de base, admettant avoir été dans l'appartement d'Éléonore la nuit du crime. Ses aveux, cependant, étaient partiels, fragmentés, comme s'il tâtait le terrain, ne révélant que ce qu'il jugeait nécessaire. Mais la présence de Sophie Martin, sa persistance calme et sa capacité à évoquer la mémoire d'Éléonore semblaient toucher une corde sensible chez Laurent. Peu à peu, la façade s'effrita, révélant la complexité de son obsession. Il parla d'Éléonore, non comme d'une victime, mais comme d'une figure quasi mythique, une déesse qui illuminait sa vie. « Elle était tout ce que je n'étais pas », expliqua-t-il, les yeux embués d'une tristesse déformée. Talentueuse, libre, pleine de vie,
Je l'observais chaque jour, les petits gestes, le sourire, la façon dont elle parlait d'art. Pour moi, elle était l'inspiration, la muse. La jalousie pour la prestigieuse bourse de Paris, qu'Éléonore avait remportée et que lui, dans sa propre version tordue des faits, sentait lui avoir été refusée, était un élément clé. Il avait postulé pour un poste de gardien dans la même institution, dans l'espoir d'être près de sa lumière, et le refus avait été un coup dur. Mais le point de rupture, le déclic qui transforma son adoration en rage, fut le recueil de poèmes. « J'ai passé des mois à écrire pour elle, madame, avoua-t-il, la voix brisée. Mon âme était dans ses mots. Je les lui ai offerts de tout mon cœur. » Le rejet d'Éléonore, même s'il n'était ni intentionnel ni cruel, fut pour lui une humiliation insupportable, un affront qui le défigura. « Elle a ri, dit-il, bien qu'Éléonore ait seulement exprimé un malaise face à ce cadeau, sans moquerie. Elle ne m'a pas vu. J'étais un moins que rien pour elle, un zéro. Cette nuit-là, la colère a bouillonné. Il l'a confrontée, exigeant qu'elle reconnaisse son art, son amour. La discussion a dégénéré, le chaos s'est installé. L'épreuve finale, méticuleusement réexaminée par la lieutenant Martin, furent présentées. Les empreintes digitales de Laurent, désormais identifiables avec la technologie moderne, furent retrouvées sur le vase en porcelaine brisée, l'arme du crime. Non seulement à la surface, mais incrustée dans l'un des fragments, preuve qu'il l'avait brandi. Le détail que l'inspecteur Mercier avait noté des années auparavant, le tiroir ouvert, suggérant un vol, mais sans qu'aucun objet de valeur n'ait été pris, prenait maintenant tout son sens. Laurent ne voulait pas de biens matériels. Il voulait la reconnaissance, le respect, peut-être même un objet personnel d'Éléonore pour lui, quelque chose qui le lierait à elle. Mais la fureur l'avait submergé avant qu'il ne puisse rien emporter. L'appel post-mortem fut également expliqué. Dans un dernier acte de désespoir et de confusion, il était retourné à l'appartement des heures plus tard, dans l'espoir de effacer ses traces ou peut-être de voir Éléonore une dernière fois. En voyant le téléphone décroché, il l'avait raccroché et, sans réfléchir, avait composé un numéro au hasard, juste pour sentir le poids du silence avant de raccrocher. Un acte impulsif, sans logique, mais qui était devenu un mystère supplémentaire pendant des décennies. Les aveux de Laurent, bien qu'encore teintés d'apitoiement et d'une vision déformée de sa relation avec Éléonore, comblèrent les lacunes. L'obsession, le rejet, la jalousie, un cocktail mortel qui avait conduit à la mort d'une femme brillante. La vérité, bien que sombre, émergeait enfin des ombres de 25 ans. La justice, lente mais inexorable, était sur le point d'être rendue. Les aveux de Didier Laurent, bien que douloureux dans leur brutalité et dans la révélation d'un esprit si tordu, apportèrent un soulagement palpable à l'équipe de la lieutenant Sophie Martin. 25 ans d'incertitude, d'un cold case qui pesait sur la conscience de la police d'Annecy, trouvaient enfin une résolution. Sophie ressentit un mélange d'épuisement et un profond sentiment du devoir accompli. La vérité, aussi sombre soit-elle, était un baume pour les âmes de ceux qui avaient cherché justice pour Éléonore. La nouvelle de l'arrestation et des aveux de Laurent se répandit rapidement à travers Annecy. La ville, qui avait vécu si longtemps dans l'ombre de ce crime, réagit avec un mélange de choc et de catharsis. Les journaux locaux et nationaux titraient « Le mystère d'Éléonore Dubois, enfin résolu ». Pour beaucoup, c'était la fin d'un cauchemar. La confirmation que le passé, même le plus lointain, n'est jamais complètement enterré. Les anciens voisins, les collègues artistes d'Éléonore, ceux qui la connaissaient et ceux qui avaient seulement entendu parler de l'affaire, tous ressentirent l'impact de cette révélation. La figure discrète de l'ancien concierge, Didier Laurent, était désormais peinte aux couleurs de l'obsession et de la violence. Avec les aveux de Laurent et les preuves scientifiques d'irréfutables, le parquet d'Annecy agit rapidement. Didier Laurent fut formellement mis en examen pour assassinat. La procédure judiciaire qui s'ensuivrait serait longue et complexe, mais la base du dossier était solide. Sophie Martin et son équipe se consacrèrent à assembler chaque pièce du puzzle, préparant le dossier pour le procès. Chaque témoignage,
Chaque rapport d'expertise, chaque détail de la vie d'Éléonore et de Laurent, tout serait présenté avec la plus grande clarté et rigueur. Au cours de l'instruction post-aveu, une nouvelle preuve troublante fut mise au jour. Dans la petite maison de Laurent à Saint-Malo, cachée parmi des livres de jardinage et des guides de Bretagne, la police trouva une série de carnets. Ce n'étaient pas des journaux intimes au sens traditionnel, mais des carnets remplis d'annotations, de croquis et, plus inquiétant encore, de poèmes. Beaucoup de ces poèmes étaient dédiés à Éléonore, la décrivant avec une intensité morbide. Des détails sur sa routine, ses vêtements, ses gestes étaient décrits avec une précision effrayante. Il y avait aussi des passages qui révélaient la montée de son ressentiment, la transformation de son adoration en une rage froide et calculatrice après le rejet de ses poèmes et la nouvelle de la bourse. Il écrivait comment Éléonore l'avait humilié, comment elle ne le méritait pas, et sur la nécessité de lui faire comprendre son amour. Ces carnets, écrits au fil des ans, étaient un témoignage glaçant de la préméditation et de la profondeur de son obsession. Ils prouvaient que le crime n'avait pas été un acte impulsif de colère momentanée, mais le point culminant d'une passion maladive qui s'était corrodée en haine. La découverte de ces carnets ajouta une couche encore plus sombre à l'histoire, révélant l'univers particulier et déformé que Laurent avait construit autour d'Éléonore. Le parquet avait désormais en main non seulement les aveux et les preuves matérielles, mais aussi la preuve documentaire de l'esprit derrière le crime. Les écrits de Laurent seraient une pièce centrale du procès, un aperçu direct de la psychologie de l'assassin. L'inspecteur Jean-Luc Mercier, maintenant à la retraite, fut l'un des premiers informés de la résolution de l'affaire. Sophie Martin tint à le rencontrer personnellement. L'émotion dans les yeux du vieil inspecteur, en apprenant qu'Éléonore aurait enfin justice, était palpable. Il passa en revue les nouveaux éléments, la technologie moderne, qui avait révélé ce qu'il n'avait pas pu faire, et ressentit une paix qui lui avait échappé pendant plus de 2 décennies. « Éléonore peut enfin reposer en paix », dit-il à Sophie, la gorge nouée. Avec toutes les preuves réunies et le dossier complet, la date du procès fut fixée. Il se tiendrait en 2025 au tribunal de grande instance d'Annecy. La ville se préparait à revivre les détails d'une tragédie qui avait marqué son histoire, mais cette fois avec l'espoir d'un dénouement. La famille d'Éléonore, qui avait attendu si longtemps, verrait l'assassin de leur fille, de leur sœur, confronté à ses actes. La lieutenant Sophie Martin, assise à son bureau, revoyait les derniers détails, consciente de la responsabilité qui lui incombait. Le procès ne porterait pas seulement sur Didier Laurent, mais sur la mémoire d'Éléonore Dubois et sur la capacité de la justice, même tardivement, à éclairer les ombres les plus profondes. Le procès débuta comme prévu en 2025, au tribunal de grande instance d'Annecy, sous les regards attentifs d'une ville qui attendait des réponses depuis plus de 2 décennies. La salle d'audience était comble, avec la presse, les proches d'Éléonore et des membres de la communauté présents pour assister au dénouement de l'affaire Dubois. La lieutenant Sophie Martin, assise au premier rang, observait Didier Laurent, qui semblait être un homme brisé, mais dont les yeux révélaient encore des lueurs de l'obsession qui l'avait consumé. Le témoignage de la sœur d'Éléonore, Isabelle Dubois, fut l'un des moments les plus émouvants. La voix brisée par l'émotion, elle décrivit Éléonore, non comme une victime, mais comme la femme vibrante et pleine de rêves qu'elle avait été. « Ma sœur était lumière », dit-elle, les larmes coulant sur ses joues, « et il nous l'a volée par une jalousie maladive. » Les carnets de Didier Laurent furent présentés comme une preuve irréfutable de la préméditation. Des extraits lus à voix haute révélèrent l'escalade de sa haine, la manière dont le rejet et l'envie s'étaient transformés en un sombre projet. L'expertise psychiatrique menée par la Dr Hélène Dubois diagnostiqua une personnalité narcissique avec des tendances obsessionnelles et une incapacité à gérer le rejet, expliquant comment la perception d'un affront personnel avait pu conduire à une telle violence extrême. Après des semaines de témoignages et la présentation de toutes les preuves, le jury se retira pour délibérer. La tension dans la salle était palpable. Lorsque le verdict fut lu, coupable d'assassinat,
un soupir de soulagement parcourut l'audience. Didier Laurent fut condamné à 28 ans de réclusion criminelle, une peine qui, pour la famille d'Éléonore, représentait une justice tardive, mais enfin obtenue. Sophie Martin regarda Laurent être emmené. Cette affaire, qui était devenue une partie d'elle-même, trouvait enfin la paix. La justice avait prévalu, mais la tristesse pour la vie perdue d'Éléonore demeurerait. Quelques jours plus tard, Sophie se rendit au cimetière d'Annecy. Devant la tombe d'Éléonore, elle déposa une unique rose blanche. « Enfin, Éléonore, murmura-t-elle, sentant le vent des Alpes. Enfin la justice. » L'affaire Dubois était un sombre rappel que les ombres du passé peuvent être longues, mais que la lumière de la vérité, même après des décennies, trouve toujours le moyen de les dissiper. L'histoire d'Éléonore Dubois deviendrait un témoignage éternel de la résilience de la justice et de la mémoire.